Dans cette session, nous allons parler de l'outil Monaco, qui est un outil qui a été développé par Dynatrace à la base et qui est passé dans le giron open source. Donc les sources sont disponibles sur Internet, donc vous pouvez participer à sa construction. Monaco va nous permettre d'industrialiser nos déploiements de nos configurations dans Dynatrace. Donc on va voir comment est-ce que cet outil va s'intégrer dans votre écosystème. Monaco est aussi bien compatible pour un environnement managé que pour un environnement SAS. Donc peu importe que vous soyez en manager ou en SAS, vous pouvez utiliser Monaco. Donc, pour commencer, pour débuter, on va aller sur la définition. Donc, comme j'ai dit précédemment, Monaco, c'est un produit que désormais aujourd'hui open source, donc c'est une CLI. Donc, il n'y a pas de procédure d'installation. C'est vraiment un binaire à télécharger, à poser et il est directement opérationnel. Bien évidemment, quand on parle de binaire, il faut le prendre en compte l'OS. Donc, si vous êtes sur du Windows, il faut prendre le binaire qui correspond à Windows. Si vous êtes sur Linux, il faut prendre le binaire qui correspond à Linux, ainsi de suite. Pourquoi Monaco? Tout simplement parce que Monaco, à la base, c'était un outil qui a été créé pour du monitoring as code. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est pour ça que l'outil s'appelle Monaco. Parce que c'était à la base conçu comme outil de monitoring as code. Aujourd'hui, il est devenu un outil de configuration as code. Mais bon, vu que l'outil avait été nommé, donc son nom c'est Monaco, pour faire référence à son historique qui était à la base un outil de monitoring as code. Comme j'ai dit lorsqu'on a fait la session sur les API, aujourd'hui, Dynatrace supporte deux produits de configuration as code. C'est soit vous utilisez Monaco, soit vous utilisez Terraform. Donc, si vous utilisez un autre outil, il n'est pas exclu que vous soyez en difficulté lorsque vous allez solliciter le support face à un dysfonctionnement. Donc, je vous recommande d'utiliser Monaco ou Terraform. Bon, maintenant, quelle est la relation entre Monaco et Dynatrace? Donc, comme on avait dit précédemment, au niveau Dynatrace, il y a trois types d'API. Les API de type cluster, les API de type environnement, les API de type configuration. Et pour les API de type cluster et environnement, vous avez deux versions. Donc, ça fait à peu près, ça fait 5 scénarios. 2 pour les clusters, 2 pour les environnements, 1 pour la configuration. C'est parce que, donc, compte tenu du fait qu'il y a énormément d'appels différents qui vont être faits, c'est là l'intérêt d'utiliser un outil comme Monaco, parce que Monaco va vous permettre de faire l'abstraction de toutes ces différences. Est-ce que l'élément que j'appelle est dans l'API V1, est-ce que c'est dans l'API V2? Monaco va vous dire, dans Monaco, vous allez juste dire je veux telle fonction, et c'est Monaco qui se charge de faire la correspondance. Vous allez demander telle fonction, donc telle fonction, j'appelle la bonne API. Alors que si vous voulez gérer ça vous-même via un script Python ou autre, c'est à vous de dire oui, je veux telle fonction et c'est dans telle API. Une des choses aussi très importantes, c'est le release management. Dynatrace fait une mise à jour quasiment tous les 2 semaines. Donc, beaucoup d'entreprises font le choix d'être sur l'auto-update. Donc, assez régulièrement, leur console est mise à jour. Donc, pour avoir de nouvelles fonctions, correction de bugs et autres. Il devient donc, si vous utilisez Monaco, donc au même rythme que vous mettez à jour votre console, il faut aussi penser à mettre à jour votre console, votre binaire Monaco, pour qu'ils aient les dernières informations. Parce que s'il y a un trop grand déphasage, Monaco va garder en mémoire, parce que c'est inscrit dans le binaire, que pour telle fonction, c'est telle API. Et donc, du coup, si l'API fait une migration, vous êtes un vieux binaire, il n'a pas l'information. Donc, quand vous faites du release management, au niveau de votre console, pensez aussi à faire du release management au niveau de votre binaire Monaco. L'avantage, c'est que c'est un binaire, donc en 2-3 clics, c'est téléchargé. D'autant plus que si vous l'industrialisez, ça devient d'autant plus facile. En termes de capacité, donc Monaco, il est multi-environnement, il est multi-type. Comme j'ai dit précédemment, il peut piloter à la fois une souscription manage et une souscription en mode SaaS. Et même au sein du même souscription manage, il peut piloter différents environnements de la souscription. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est multi-environnement. Une fois de plus, je rappelle, lorsqu'on dit multi-environnement, il faut plus ramener ça dans d'autres outils sur du multi-tenant. Monaco supporte aussi du templating Go.
quand on présentait les API, je vous ai dit qu'on travaille sur les SLO. Bon, quand j'ai fait l'astuce sur les SLO, donc vous pouvez créer un SLO, vous exportez le payload via la console web, et donc du coup vous le mettez sous forme de template Go et vous le variabilisez. Ça fait que demain, si vous avez 20-30 SLO à créer, vous donnez juste un seul fichier de template et derrière vous envoyez les différentes informations, et c'est Monaco au moment où il fait l'appel qui renseigne, qui remplace dans le payload. Et donc du coup un seul fichier de payload et 30 templates, 30 informations pour le template, et puis vous avez tous vos SLO qui sont créés comme il faut. Donc ça, c'est aussi une des forces de l'outil, c'est l'étude de templating Go. Pour faire le parallèle avec le templating Go, pour ceux qui sont habitués au monde Ansible Solstack, ça correspond à du Jinja 2. Donc c'est des langages de templates qui permettent à des outils de configuration as code de faire des boucles. Donc vous donnez un template, il fait la boucle, et à chaque boucle il renseigne, il remplace un, deux champs que vous avez définis, et puis vous avez le bon résultat. Monaco aussi CI/CD ready, donc je suis passé dans les entreprises où j'ai fait du déploiement à Monaco, donc on a industrialisé sous forme de pipeline. Donc aujourd'hui l'outil se porte très bien aux chaînes CI/CD. Ça peut être aujourd'hui vous décidez de créer un projet, le projet appelle automatiquement Monaco, il lui donne les paramètres du projet, et du coup le Monaco va créer tout ce qui va bien, c'est des management zones, ça peut être des SLO, ça peut être des notifications, tout ce genre de choses. Donc Monaco est très compatible avec les chaînes CI/CD, ça peut être du GitLab CI, du Jenkins, ça fonctionne très bien. Le seul inconvénient aujourd'hui de Monaco, c'est que Monaco ne peut pas gérer un environnement de type cluster. Et les environnements de type cluster, pour les piloter, il faut faire appel à l'API. Tout simplement parce que les environnements de type cluster, il faut faire appel à l'API de type cluster. Et Monaco, il ne sait pas communiquer avec les API de type cluster. C'est peut-être un choix, ça évoluera peut-être demain. Mais si, en plus de gérer votre environnement, gérer vos configs, vous souhaitez piloter votre cluster depuis Monaco, je vous conseillerais plutôt d'aller sur un outil comme Terraform. L'avantage d'aller dessus, c'est que vous avez toujours votre support Dynatrace et vous pouvez piloter votre cluster. On fera Terraform plus tard. Pour ce qui est de l'installation, donc j'ai dit que Monaco c'est une CLI, donc c'est juste un binaire à déployer. Donc du coup, si vous allez sur le site de Dynatrace, ils vous donneront les liens pour récupérer la version qui correspond à votre OS. Donc si vous êtes sur Linux, vous récupérez le binaire Linux, si vous êtes sur Windows, et ainsi de suite. Moi, je recommande beaucoup d'aller sur l'option du Docker, parce qu'avec le Docker, bon, pour ceux qui sont sur du Kubernetes, ça vous permettra d'être dans votre ça s'industrialise assez facilement avec du Docker. Ici, on va essayer de dire quelques mots sur l'arborescence type de Monaco. Donc, bien évidemment, pour travailler sur Monaco, il vous faut le binaire. Donc, ça peut être du SH si vous êtes sur Linux, du .exe si vous êtes sur du Windows. Donc, vous choisissez le binaire qui correspond à votre OS. Vous n'êtes pas obligé de mettre le binaire dans l'arborescence. Hein. D'autant plus que pour des raisons de bonne pratique, votre config Monaco, dans les bonnes pratiques, vous la mettrez dans un repo Git. Donc, si vous la mettez dans un repo Git, il faudra déplacer le binaire pour le mettre ailleurs, ou bien le mettre dans le même dossier, mais vous faites un exclude avec votre Git ignore pour que le binaire ne soit pas embarqué, parce que dans les bonnes pratiques, on ne met pas des binaires dans des repos. Donc, après le binaire Monaco que vous pouvez occuper sur le site Dynatrace, vous devez créer un fichier qui s'appelle manifeste. On verra un peu le contenu de ce fichier devant. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que le fichier manifeste, c'est dans ce fichier que vous allez donner les informations à Monaco sur où est-ce qu'il doit aller. Est-ce que c'est du manège? Est-ce que c'est du SaaS? Pour lui, ça, il ne fait aucune différence. Tout ce qu'il va vous demander, c'est une URL et un chemin pour récupérer ces fichiers de config. Donc, si c'est du SaaS, vous mettez l'URL qui correspond à ça. Si c'est du manège, vous mettez l'URL. Mais lui va juste faire l'appel. Vous devez juste vous assurer que manège ou SaaS, que les flux soient juste bien ouverts.
Dans le fichier manifeste, je vous ai dit, vous devez renseigner l'URL. On verra qu'il y a d'autres informations à renseigner, mais il faut un dossier projet. Pourquoi est-ce qu'il faut un dossier projet? Parce que je vous ai dit, il y a les payloads à renseigner. On n'a pas du payload du SLO. Il va falloir faire le payload pour les notifications. Donc, il faudra générer plein de payloads comme ça. C'est pour ça que Monaco, pour fonctionner, il aura besoin d'un dossier projet. Donc, dans le dossier projet, on va renseigner le nom du dossier projet dans le fichier manifeste. Et, dans ce fichier projet, on aura un dossier par fonction Dynatrace. Donc c'est pour ça qu'il y a le S sur fonction Dynatrace, parce que si vous voulez que Monaco pilote 10 fonctions, il faut créer 10 dossiers. Et dans chaque dossier, on mettra un fichier config.xml dans lequel on va lui donner l'ensemble des fonctions, non, l'ensemble des éléments qu'il va créer pour la fonction en question. Et à côté, on lui donnera un fichier payload.json dans lequel on mettra notre payload. Comme on l'a dit tout à l'heure précédemment, on fera du templating Go dans le cas où on a un payload qui doit boucler. Donc on fera du templating Go et Monaco fera la boucle et créera tous les éléments. En termes de bonnes pratiques, ce qui est aussi souvent recommandé, c'est de séparer les fichiers de payload fixes des fichiers de payload template. Ça permet que lorsque vous travaillez à plusieurs sur le projet, que vous ne vous mélangez pas les pinceaux. C'est pas obligatoire, mais c'est bien d'avoir un élément qui vous permet de distinguer. Ah non, ça c'est un fichier fixe, parce que c'est une fonction bien précise qu'on veut positionner. Ça c'est un fichier de template dans lequel on a variabilisé un certain nombre de choses. Donc c'est les mêmes pratiques qu'on utilise lorsqu'on fait de l'Ansible, Substack, toujours bien séparer les dossiers failles des dossiers templates. C'est juste une organisation, c'est pas obligatoire, mais ça permet de facilement retrouver ses billes, juste un coup d'œil. Donc maintenant, si je reviens sur le fichier manifeste, donc je vous ai dit, le fichier manifeste, c'est vraiment dans ce fichier qu'on va définir nos environnements, donc nos tenants Dynatrace. Pour un outil de configuration en Xcode, comme Monaco, pour lui, un tenant, c'est vraiment un environnement à part. Donc, si vous avez 10 tenantes, ça fait 10 environnements de son point de vue. Et donc, du coup, pour chacun, vous allez créer un fichier manifeste et pour chacun, vous allez créer un fichier template. Pourquoi je disais que c'est bien d'être CI/CD ready? Ça permet que si vous créez votre config sous forme de git flow, donc du coup, vous créez des environnements qui correspondent à vos environnements Dynatrace. Je vais expliquer pourquoi est-ce que au niveau de votre configuration Monaco, vous pouvez être comme dans la capture ici. Donc, vous voyez, on a une section qui s'appelle environnement groupe. Et là, vous voyez, on a à la ligne 14, on a une première URL. À la ligne 20, on a une deuxième URL. Ça fait que on va piloter tous nos environnements au sein du même fichier. Mais ça, lorsqu'on commence à faire ça, vous commencez à avoir le risque que vous êtes en train de vouloir faire un test en pré-prod et vous casser la prod. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire des branches différentes et dans votre fichier manifeste, dans un fichier manifeste de pré-prod, un fichier manifeste de prod, ça permet d'être vraiment dans le guide flow. Vous êtes dans le monde des pull requests et tout ça, c'est plus propre. Donc, il y a ce que l'outil permet, vous pouvez tout mettre dans un seul fichier, mais il y a les recommandations de sécurité et de bonnes pratiques où je recommande de séparer par environnement. Ça permet vraiment de rester dans le guide flow et ensuite vous pouvez partager les fichiers. Pour présenter le fichier, il y a globalement 3 sections. C'est un peu comme les fichiers classiques Docker. Donc, en général, vous avez la version, le fichier de version. Vous avez une section project dans laquelle vous définissez vraiment votre projet. Donc, il y a le premier projet qui s'appelle infra. Dans le premier projet, on a défini un chemin. Donc, on lui dit que c'est le chemin où tu vas retrouver tes fichiers. Et dans la ligne 6, on définit un deuxième projet. Dans la troisième section, qui est la section environnement groupe, on définit nos différents environnements. Donc, vous voyez ici, on a fait un environnement qui s'appelle dev. Et dans l'environnement groupe dev, on a créé plusieurs petits environnements. Et ensuite, on a allé à la ligne 24, créer un environnement qu'on appelle prod. C'est pour ça que j'ai dit, l'outil permet de mettre tout en un seul fichier, mais en termes de bonnes pratiques, vu qu'on va gérer sous forme de repo kit, en général, on fait un fichier par environnement. Ça évite ce genre
de mélange qui est souvent source d'erreur. Parce que si vous commencez à mélanger, ça veut dire que vous mélangez dans la même branche les fichiers de prod et pré-prod. Et en général, ça finit souvent par des erreurs. Donc moi, je recommande d'être sur un fichier par environnement. Et donc du coup, vous pouvez donc faire une branche par environnement. Donc, une chose aussi très importante sur le fichier manifeste, c'est l'environnement, c'est l'URL. Donc vous voyez par exemple à la ligne 14, on est venu, on lui dit l'URL, ça va être ça. Bon, la syntaxe n'est pas bonne, hein. C'est une syntaxe de texte, mais par cet exemple, on vous dit juste de renseigner l'URL. Donc il y a deux manières de le faire. Soit vous le renseignez comme c'est fait à la ligne 14, donc URL value, ou bien vous pouvez le faire comme on a fait à la ligne 27. Donc au lieu de faire URL value, vous faites URL type environnement value prod URL. Donc moi je recommande d'être dans cette mécanique parce que si vous faites par exemple, vous êtes dans une chaîne CI/CD GitLab CI, donc en définissant une variable d'environnement, donc vous pouvez même définir une variable plutôt au lieu de dire prod URL, vous dites dt underscore URL. Et donc du coup, dans les variables de votre projet dans le GitLab, vous pouvez créer une variable que vous appelez dt URL et vous mettez l'URL. Et vous le définissez que ça c'est l'URL pour la prod, ça c'est l'URL pour la pré-prod. Et là, ça fait que ce même fichier ne porte pas l'information sur l'URL. C'est GitLab qui porte les informations. Et lorsque votre chaîne CI/CD s'exécute en fonction des environnements, il récupère la bonne information. Donc ça, c'est les recommandations. Donc pour ce qui est de l'URL, vous avez le choix. Soit vous faites URL value, soit vous faites URL type environnement et vous faites value égale prod URL. Donc quand, à la ligne 29, quand on dit prod URL, donc c'est bien pour dire à Monaco d'aller chercher une variable d'environnement qui s'appelle prod URL. Donc faites bien attention. La deuxième chose, c'est lorsqu'on va parler des tokens. Bon, bien évidemment, qui parle d'API, parle de tokens. Donc, quand on prend le cas de la ligne 15, vous voyez, on est maintenant sur la partie haute. Donc, on dit à Monaco, quand on te fournit l'URL, c'est le token, on lui donne le nom. Donc, vous voyez, lorsqu'on définit le token, il n'y a même pas le choix sur la valeur. Le token ne se fournit que sous forme de variable d'environnement. Donc, on n'a même pas besoin de préciser, il sait que c'est une variable d'environnement. Et donc, du coup, de la même manière que je recommande de passer par une variable d'environnement, là, vous faites aussi la même chose pour le token. Et là, vous positionnez ça au niveau de votre GitLab. Et donc, du coup, ça fait que le même fichier est valable pour la pré-prod, prod et autres. Mais au moment où il s'exécute, c'est GitLab qui renvoie la bonne information au moment de s'exécuter. Et là, ça fait que vous avez un repo qui est tout propre. Et vous pouvez être dans du Git flow très bien fait. L'autre chose aussi, on a parlé du token, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, on peut le définir que sous forme de variable d'environnement. On ne peut pas mettre en dur le token, ça ne fonctionnera pas. Monaco, il n'acceptera pas. Le deuxième élément, c'est les droits du token. Bon, comme tout API, hein, quand vous créez un token, il faut y positionner des droits. Donc ça, ici j'ai listé les droits au moment où je faisais cette session. C'est les droits qui sont nécessaires pour que Monaco ait les droits nécessaires pour créer, supprimer, lire des éléments. Donc, plus tard, pensez toujours à de temps en temps les regarder. Bon, de temps en temps, moi, je mettrai aussi à jour le cours pour récupérer les derniers tokens nécessaires. On verra plus tard comment créer un token, comment lui donner les valeurs nécessaires. À ce jour, il y a deux versions de Monaco. Il y a globalement la version 1 et la version 2. Ces deux versions aujourd'hui radicalement différentes. Donc, on recommande d'utiliser la V2. Il y a eu un gros changement de configuration. Donc, aujourd'hui, je vous recommande de télécharger directement la version 2. Si vous commencez avec Monaco, vous allez directement sur la version 2. Mais si ça arrive que vous aviez déjà commencé à travailler sur Monaco V1, vous pouvez aussi télécharger Monaco V2 et donc du coup vous avez dans Monaco V2 une option qui s'appelle Convert qui va permettre de convertir votre configuration
V1 en V2 en lançant cette commande de Monaco Convert et vous le finissez le fichier d'environnement de votre V1. Et puis, il pourra vous convertir votre projet que vous aviez déjà fait dans Monaco V1 en V2. Et donc, du coup, vous serez plus à jour. Monaco, bien évidemment, c'est un outil qui vient du monde de l'observabilité. Donc, qui dit observabilité dit il faut que le système émette des informations sur son état. Et donc, du coup, peu importe, dès que vous faites une exécution, automatiquement, Monaco va générer un fichier qui va appeler .logs dans le dossier où il est exécuté. Et donc, du coup, il mettra l'état, le résultat de son exécution. Il vous l'affichera en écran, mais il le mettra quand même dans ce fichier. Si vous êtes dans le cas d'une chaîne CI/CD, il faudra aussi bien évidemment intégrer l'analyse de cette sortie dans votre pipeline. Peut-être est-ce que vous l'exécutez, vous vérifiez la sortie, il n'y a pas d'erreur pour bien être conforme. Parce que si vous contentez juste de l'exécuter et que vous ne vérifiez pas les sorties, vous pouvez avoir une erreur et vous passez à côté. Donc, je vous avais dit, on a le fichier manifeste dans lequel on renseigne nos environnements. Et dans le même fichier, on renseigne le dossier où il va trouver les fichiers de config. Et je vous ai dit, dans son dossier de configuration, il s'attend à trouver un dossier par fonction. Et donc, du coup, quand il entre dans un dossier d'une fonction, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Hein, le nom du dossier ne compte pas. Mais en général, pour les bonnes pratiques, c'est bien de garder le même nom. Un nom parlant. En général, j'utilise le même nom que la fonction. Mais ce n'est pas à ce niveau qui occupe le nom de la fonction. Mais au moins en faisant ça, quand j'ai besoin de modifier un fichier, je n'ai pas à me demander c'est quel fichier. Rien que par le nom, je retrouve mes billes. Donc, quand vous créez le dossier en question, il faut dans chacun de ces dossiers créer un fichier config.xml. Et dans ce fichier, vous allez lister les implémentations à faire pour la fonction en question. Donc, si vous créez par exemple le dossier pour les SLO, à l'intérieur du fichier config.xml dans le dossier SLO, je vais lister tous les SLO que je vais créer. Souvenez-vous, je vous ai dit, si vous avez 30 SLO, donc dans ce fichier, je vais lister les 30 SLO. Je dirais que je vais le SLO, je vais définir par exemple une variable que j'avais appelée titre, je vais définir une variable que j'avais appelée par exemple taux d'erreur, je mettrai par exemple 95.5, donc je définis un certain nombre de paramètres, et c'est ces paramètres que Monaco va aller remplacer dans mon fichier de template. Donc, c'est dans ce fichier qu'on définit les listes de nos implémentations dans lesquelles on met des variables. Et dans les templates, il va utiliser les variables qu'on aura définies pour renseigner nos templates. Le fichier, de manière globale, pour chaque élément, donc un tiret par élément, il y a globalement 3. Il y a la partie ID, dans laquelle vous devez définir un ID. Bien évidemment, qui dit ID parle d'unicité. Donc, dans le même fichier config, il ne faudrait pas mettre 2 ID. Sinon déjà, vous allez vous écraser mutuellement. Donc, évitez de répéter le même ID. Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle type. Cette partie type, faites aussi attention parce que, comme je vous ai dit, c'est à partir de la section type que Dynatrace, que Monaco sait identifier l'API en question et sait identifier l'élément en question. Donc là, vous avez par exemple le type, on est dans le type setting est égal à schéma. Donc là, on est dans du built-in host monitoring. Donc ça, c'est des choses qui sont connues de Monaco. Donc il faut bien vous assurer de définir la bonne valeur. Et la dernière section, c'est la section config. Comme je disais tout à l'heure, c'est dans la section config que vous allez pouvoir définir un certain nombre de variables. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut, dans la démo, comment on peut définir des variables à ce niveau. Et ces variables vont être utilisées pour remplir nos fichiers de template. Donc, si on veut faire un focus sur la partie config de notre fichier, donc je l'ai dit, quand vous êtes dans la partie config, vous avez le name. Le name, ça peut être une variable. Déjà, ça c'est déjà la première variable. C'est la seule variable que vous pouvez mettre à ce niveau. Vous avez le template, qui est vraiment le chemin vers le template que vous allez utiliser. Donc, comme je disais, en termes de bonne pratique, c'est souvent bien
distinguer les fichiers templates des fichiers qui sont en dur. Ça vous évite déjà d'un coup d'œil de savoir que celui-ci c'est le template, celui-ci c'est le fichier de plan. Ce n'est qu'une bonne pratique, mais ça ne change rien au système. Lui va vous demander un chemin. Après, il ne s'occupe pas que ce template faille. Ensuite, vous avez l'option skip qui peut être positionnée là. Ça peut aussi être intéressant. Ça vous permet de ponctuellement désactiver l'exécution d'un élément. Donc, au lieu de venir commenter tout le bloc, vous pouvez juste venir mettre skip à true. Donc, quand il va voir que le skip est positionné à true, il comprend que pour cette exécution, je ne fais rien. Et ensuite, vous avez la section parameters qui est là. Comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir définir un certain nombre de paramètres. Et c'est ces paramètres-ci que vous définissez ici qui sont utilisés. Par exemple, ça c'est le cas. On est dans les créations de problème notification. Vous voyez, du coup, on a besoin des emails. On a besoin, quel est le niveau de problème, les choses comme ça. Donc, du coup, il va récupérer ça et puis il renseigne dans les fichiers de template. Et il génère la configuration dans Dynatrace. Donc, je reviens sur le payload. Donc, bien évidemment, qui dit API dit payload. Donc, il faut fournir un payload. Donc, comme on avait dit, vous avez deux options pour construire le payload. Le payload, pour rappel, le payload correspond à ce que vous lui fournissez dans le template. Donc, soit vous fournissez dans la section, on dit la section template, mais si vous finissez un fichier qui n'est pas du template, pour lui, ça ne change rien. Pour lui, il va juste voir un fichier qui ne remplace rien. Donc, on dit template, que ce soit un template ou pas. Pour ceux qui sont habitués au monde de Jinja avec SaltStack, quand c'est du template, il y a une option à positionner pour dire ah, fais attention, c'est un template, donc il faut le travailler à l'intérieur. Alors quand vous ne renseignez pas cette option, il comprend que c'est un fichier. Mais là, dans le cas de Monaco, le fichier travaille quel que soit le cas. Après maintenant, s'il ne trouve pas les variables, il vous fait une erreur. Donc, vous fournissez un fichier de payload. Donc, comme je vous ai dit, la petite astuce, c'est au niveau de la console. Dans énormément de fonctions, vous avez ces petits 3 points qui permettent d'avoir quelques options. Et dans l'option, prenez API. Et il vous permet déjà d'avoir votre payload. Moi, en général, je passe par là. Ça me permet d'être assez rapide dans la construction de mes payloads. Je n'ai même pas besoin d'aller dans la doc. Je vais dans la console, je renseigne tout ce que je veux. Et puis, je vais récupérer le payload qui va être généré. Je le variabilise, je le positionne dans Monaco, je l'exécute et puis ma configuration est faite. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de configuration, mais Monaco, il ne fait pas que de la configuration. Donc, une des choses très importantes, c'est que Monaco a aussi une option de download. Donc, du coup, vous pouvez utiliser Monaco comme sauvegarde de vos configurations. Donc, il suffit de lancer Monaco download, vous voyez. Vous mettez -m votre fichier manifeste. -m manifeste, c'est une option qui ne sert à rien parce que par défaut, c'est déjà sa valeur par défaut. Mais ça, c'est à utiliser au cas où vous renommez le fichier. C'est un peu comme quand vous faites du Docker Compose. Si vous ne fournissez pas le fichier, c'est que le fichier se nomme de façon bien précise. Et là, on est dans ce cas. Bon, j'ai quand même remis pour que vous sachiez bien que c'est le truc. Quand vous faites du download, Monaco va souvent vous demander de préciser l'environnement. Donc, il suffit de mettre -e pour vous fournir l'environnement. Donc, quand vous le faites, il va générer un dossier qui s'appelle download. Il va générer un fichier qui s'appelle download. Donc, une fois que le fichier download est généré, vous pouvez soit récupérer ça et l'envoyer dans votre outil de sauvegarde distante parce que comme j'ai dit, vous êtes dans une chaîne CI/CD, donc soit vous pouvez l'utiliser, le pousser dans un outil de sauvegarde à distance, soit si vous êtes par exemple sur du GitLab CI, vous pouvez le mettre en artefact et vous mettez par exemple une durée de validité. Ça permet que vous avez les fichiers à apporter dans vos pipelines. Ça peut être une option, après c'est à vous de voir. Maintenant, si dans votre configuration, il y a des informations confidentielles, bon, à ce moment, c'est peut-être pas le meilleur endroit de le stocker dans les artefacts. À ce moment, vous mettez pas un artefact et puis vous le poussez dans une solution que vous trouvez, un stockage que vous trouvez sécurisé.
À côté de la fonction download, vous avez la fonction deploy qui est vraiment la fonction qui dit à Monaco d'appliquer votre configuration. Donc, bien évidemment, vous refournissez les informations pour qu'il sache dans quel environnement il doit aller. Donc, une fois de plus, ça c'est redondant parce que c'est la même information qu'on fournit. Mais je mets quand même pour que vous ayez au cas où vous décidez de changer le nom du fichier. Monaco aussi peut vous permettre de supprimer des configurations, mais la manière avec laquelle Monaco est configuré, du moins quand on configure notre manifeste, notre fichier config.xaml, il est conçu pour déposer pour configurer Dynatrace. Il n'est pas le dossier n'est pas conçu pour supprimer. Et donc du coup, quand on veut supprimer une configuration à partir de notre fichier manifeste, en fait, Monaco nous dit il faut d'abord lancer une commande pour générer un fichier de suppression. Et donc, du coup, on lance cette option en fournissant notre fichier manifeste. Et donc, du coup, il va nous générer un fichier qui va s'appeler delete.xaml. Et dans ce fichier delete.xaml, il va générer le fichier delete.xaml. Et maintenant, on fait appel à la commande de delete. Et donc, du coup, on lui fournit notre fichier de manifeste. Et donc, du coup, on lui fournit notre fichier de suppression. Et c'est comme ça que Monaco peut être utilisé pour supprimer des configs. Dans quel scénario vous pouvez utiliser ça? Vous pouvez utiliser ça dans un scénario de TNR. Donc vous définissez d'abord votre config classique dans lequel vous définissez un certain nombre de choses que Monaco va jouer en continu. Bien évidemment, ça vous permet déjà de jouer un certain nombre de choses. Et donc du coup, ça vous permet déjà de voir est-ce que Monaco a plu. Donc bien évidemment pour le SLO, vous faites un SLO-TNR, vous faites un SLO-quelque chose, notification-quelque chose. Donc là vous êtes sûr que c'est ceux de vos TNR. Et là, si cette exécution, donc vous faites un deploy avec ces informations de test, si le deploy se passe bien, du coup, vous savez qu'au niveau de votre API, il n'y a pas eu de régression. À ce moment, vous pouvez donc générer, toujours dans votre CI/CD, vous générez donc le fichier de delete pour qu'à partir de ces éléments qu'il avait créés, il génère le fichier de delete et puis maintenant, vous supprimez vos configs. Ça permet que vous êtes dans un cycle où le pipeline passe le temps à s'exécuter, il joue la création et il rejoue la suppression. Là, vous êtes sûr que au niveau régression, vous ne pouvez pas avoir régression au niveau de la création et vous ne pouvez pas avoir régression au niveau de la suppression si vous n'avez pas d'erreur. Parce qu'il a joué la création et ensuite il a joué la suppression. Donc en général, il faut séparer vos pipelines. Vous faites un pipeline TNR, un pipeline d'exécution. Parce que le TNR, en général, c'est assez simple. C'est un appel d'API. Vous n'avez pas besoin d'appeler la même API 10 fois. Si vous appelez une fois avec les bons paramètres que vous utilisez ailleurs et qui fonctionnent, il n'y a pas de régression. Ça, c'est mes petits conseils.